Donc, accident ischémique cérébral d'origine cardio-embolique, quoi de neuf? Je vais passer dans le bon sens. Bon, cette diapositive, pour vous rappeler que les ischémies cérébrales sont fréquentes, 26 millions d'AVC dans le monde, 80% sont ischémiques. Leur retentissement est important puisque c'est la deuxième cause de mortalité et la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Et surtout, ça c'est un point important, les ischémies cérébrales sont hétérogènes. En fait, on ne devrait pas parler d'ischémie cérébrale au singulier, mais d'ischémie cérébrale au pluriel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre un accident lié à l'athérosclérose, une sténose de carotide par exemple, une cardiopathie emboligène, par exemple une fibrillation atriale, une maladie des petites artères chez un hypertendu, avec un tout petit infarctus, certaines causes rares, alors un exemple ici de dissection, mais on aurait pu ajouter les angiopathies toxiques, les angéites, etc. Et puis, un nombre important de patients qui ont des causes inconnues soit parce que le bilan est totalement négatif, soit parce qu'on trouve plusieurs causes, soit parfois parce que le bilan est incomplet, ce qui peut arriver parfois chez des gens qui ont des formes extrêmement mineures et qui ne souhaitent pas prolonger les investigations, ou à l'inverse, dans des formes très graves où parfois le bilan n'est pas complet. Alors, on va se focaliser sur les cardio-emboliques. Quelles sont les particularités des cardio-emboliques? Mais d'abord, ils sont plus sévères que les autres. Si on parle du décès après un cardio-embolique, décès dans les 30 jours, eh bien, le risque de décéder dans un cardio-embolique est à peu près le double du risque de décéder dans les 30 jours dans les autres causes, athérosclérose, dissection, lacune, etc. Ils sont en augmentation, les cardio-emboliques, et ça s'explique très facilement par la démographie. Ce sont des chiffres français ici. Vous voyez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'espérance de vie d'un homme était d'un peu moins de 60 ans, pour une femme 65 à peu près. Actuellement, l'espérance de vie d'un homme est de près de 80 ans, et pour les femmes, on est à 86 ou 87 ans. Ça veut dire qu'à 86 ans, la moitié des femmes sont encore vivantes. Alors, comme l'espérance de vie augmente, l'une des conséquences, c'est qu'on a plus de maladies liées à l'âge, dont la fibrillation atriale. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui vient se greffer là-dessus, qui est un phénomène principalement européen, peut-être nord-américain, je ne sais pas ici, mais c'est pardon. J'essaie de revenir en arrière, oui. C'est ce phénomène du baby-boom. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une hausse très importante de la natalité entre 1945 et 1975, pendant 30 ans. Et les enfants du baby-boom, j'en fais partie, commencent pour certains à arriver très proche de l'âge du papy-boom. Les plus âgés ont 70 ans maintenant, les plus jeunes ont une quarantaine d'années. Et bien entendu, ça va être une vague. Alors ça va être une vague, c'est un tsunami en fait. C'est une vague qui va arriver et qui va repartir après, mais on estime que jusqu'en 2070, en plus de l'augmentation des cardiopathies emboligènes liées à l'âge, au vieillissement de la population, il va y avoir cette vague liée à ce baby-boom, à ce papy-boom plutôt là, qui va expliquer la survenue d'un nombre excessif d'ischémies cérébrales liées aux cardiopathies emboligènes. Donc c'est plus sévère, c'est en augmentation, et puis surtout c'est accessible à une prévention efficace. Ça c'est un point qui est extrêmement important. Les ischémies cérébrales d'origine cardio-embolique, pour la plupart, peuvent être évitées grâce à des traitements efficaces, en particulier dans la fibrillation atriale, mais pas seulement dans la fibrillation atriale. Et je peux vous renvoyer pour ça sur deux types de recommandations. Pour la prévention secondaire, les recommandations les plus récentes sont les recommandations américaines qui ont été publiées dans Neurology. Et pour la prévention primaire qui nous concerne moins en tant que neurologue, nous sommes concernés surtout par la prévention secondaire, mais pour la prévention primaire, vous pouvez vous référer aux recommandations de l'ESC, European Society of Cardiology, qui parle bien de la prévention primaire et de quels malades doivent être anticoagulés, quels malades ne doivent pas être anticoagulés. Mais là, on est un peu en dehors de notre sujet. Alors, mon titre, c'est quoi de neuf? Donc, il faut bien décider d'une date, dire que c'est neuf après telle année et vieux avant telle année. Donc, j'ai pris arbitrairement 5 ans, c'est en 2013. Donc, tout ce qui est connu depuis avant 2013, je vais considérer que c'est connu. On va le revoir, mais assez rapidement. Et je vais surtout insister sur ce qui est nouveau depuis 2013, donc au cours des 5 dernières années. Alors, quelles sont les particularités de ces infarctus cardio-emboliques?
Est-ce qu'il y a des caractéristiques cliniques ou radiologiques particulières des infarctus cardio-emboliques? En fait, oui. Ces infarctus ont des particularités cliniques et des particularités radiologiques, mais à l'échelon d'un individu seul, ces particularités ne permettent pas de faire un diagnostic. Si vous prenez des groupes de patients, par exemple un groupe de cardio-emboliques que vous comparez à un groupe de patients ayant des ischémies athéroscléreuses, eh bien, vous aurez plus souvent dans les cardio-emboliques des infarctus multiples, dans des territoires artériels différents, non lacunaires, ça veut dire touchant le cortex, mesurant plus de 15 mm. Ce sont des accidents plus sévères, vous avez plus de transformations hémorragiques. Donc, à l'échelon de groupe, on peut assez facilement différencier les cardio-emboliques des autres, parce qu'ils ont des particularités. En revanche, nous ne traitons pas des groupes de patients, nous traitons des individus. Et donc, pour un individu donné, il n'y a pas de critère qui ait une valeur prédictive positive suffisante. On peut avoir des infarctus multiples dans des territoires différents, par exemple dans des angéites inflammatoires, dans des angiopathies toxiques, parfois même dans des lésions d'athérosclérose, si ça peut toucher différents territoires. Donc oui, on différencie des groupes de patients, mais non, à l'échelon individuel, ça n'a pas d'intérêt. On peut simplement dire c'est suspect d'être cardio-embolique parce que telle et telle caractéristique, mais ça n'est pas une preuve. Alors, quels sont les critères majeurs pour parler d'une origine cardio-embolique? Eh bien, il y a deux critères majeurs. C'est d'abord mettre en évidence une cause cardio-embolique, et c'est souvent le critère sur lequel on se repose. Si on trouve une fibrillation atriale, si on trouve un myxome de l'oreillette, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, c'est un argument majeur pour une cause cardio-embolique. Et on ajoute à ça l'exclusion d'une autre cause. Alors, bien sûr, on peut avoir deux causes. On peut avoir une fibrillation atriale plus une sténose athéroscléreuse de carotide. Mais ce sont les critères qu'on retient actuellement pour parler d'accident cardio-embolique. Alors, comment dépister la cause cardiaque? Ça, c'est une question importante, parce que pour dire que le bilan cardiaque est négatif, encore faut-il définir sur quoi doit reposer au minimum ce bilan cardiaque. Eh bien, il y a un élément sur lequel je voudrais insister, qui est extrêmement important, c'est celui que j'ai souligné, c'est déjà l'histoire clinique du malade. Vous savez qu'on va traquer la fibrillation atriale. Il y a de nombreux patients chez lesquels on suspecte fortement une fibrillation atriale et on n'arrive pas à la prouver par le CG ou le monitoring. Mais n'oubliez pas l'histoire clinique, parce que parfois, ça arrive assez régulièrement ça, parfois, c'est mon eau de sauvetage en cas de perte de voix qui est tombée, mais elle restera, elle ne tombera plus, non, elle ne tombera plus, on va la laisser là. Mais parfois, simplement, en interrogeant le patient, ou le médecin traitant, ou en regardant les documents médicaux du patient, vous vous rendez compte qu'un cardiologue ou un anesthésiste, quelqu'un a dépisté la fibrillation atriale 5 ans plus tôt. Et donc, dans ce cas-là, ben, ce n'est pas la peine d'aller multiplier les examens. On sait que la fibrillation atriale existe. On dit qui a fibrillé, fibrillera. Même si ça s'est régularisé par la suite, c'est quand même très suspect d'une fibrillation atriale. Donc ne négligeons pas l'histoire clinique du patient, l'histoire qu'on peut avoir par le patient, la famille, le médecin traitant, le cardiologue, les documents médicaux d'une façon générale. C'est assez fréquent, des patients par exemple chez lesquels on dépiste une fibrillation atriale, qui sont mis sous anticoagulants, et puis on arrête les anticoagulants parce qu'ils ont une anesthésie générale pour un geste chirurgical banal, et ça n'est jamais repris. Et 5 ans après, on a complètement oublié cet épisode, et on considère que le patient n'a pas de fibrillation atriale, et c'est bien sûr faux. Alors, l'examen clinique peut nous orienter, un peu pour la fibrillation atriale, si on a un rythme irrégulier, mais surtout pour les valvulopathies, c'est surtout ça, mais l'histoire clinique est finalement plus importante que l'examen lui-même. Et puis après, on va essayer de dépister des troubles du rythme, et ça, c'est la grosse difficulté, parce que où faut-il s'arrêter? Bien sûr, quand le patient arrive, on va lui faire un électrocardiogramme, mais on sait que l'ischémie cérébrale survient souvent dans la fibrillation atriale au moment de la régularisation. Donc il est fréquent que des accidents de la fibrillation atriale surviennent chez des patients qui arrivent en rythme sinusal, parce qu'ils se sont régularisés, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait leur accident. Le monitoring ECG, ça c'est recommandé, on recommande de faire un monitoring sur 3 jours, mais un monitoring, ça ne consiste pas simplement à enregistrer pendant 3 jours et à attendre une alarme. Si on fait ça, on ne dépiste quasiment rien. Il faut vraiment que le tracé soit analysé. Alors, on ne peut pas tout analyser pendant 72 heures, bien sûr, mais on peut dépister en tout cas des épisodes de tachycardie et analyser plus précisément les périodes de tachycardie, si on ne veut pas relire les 72 heures. Le Holter ECG, qui peut avoir une rentabilité en particulier s'il dure très longtemps, et puis les variantes de tout ça. Et il arrive parfois pour certains patients que l'on mette même en place des dispositifs implantables qui permettent d'avoir des ECG sur des périodes extrêmement longues, parfois de plusieurs semaines. Alors ça c'est pour le rythme,
Bien entendu, on va étudier la morphologie des patients, l'échographie transthoracique, qui est un examen qui fait partie du bilan systématique des ischémies cérébrales, qui va déjà dépister beaucoup de choses. Un myxome peut être dépisté sur l'échographie transthoracique, par exemple. Et puis le TO. Le TO n'est pas indiqué chez tous les patients, c'est indiqué plus chez les jeunes, plus quand on suspecte une endocardite, par exemple, une pathologie de l'oreillette d'une façon générale. Le TO a repris un peu d'essor plus récemment avec la mise en évidence de l'efficacité de la fermeture des foramen ovales perméables. On en parlait hier. Moi, personnellement, chez un sujet jeune qui faisait un AIT, par exemple, je n'avais pas tendance à faire systématiquement une ETO dans le passé. Maintenant, oui, parce qu'il y a un bénéfice à la fermeture, à condition de respecter un certain nombre de critères, en particulier le caractère cryptogénique de l'ischémie cérébrale. Et puis, n'oublions pas que parfois, l'imagerie, l'IRM cardiaque, par exemple, peut nous rendre service et dépister un certain nombre de causes, mais là, on entre dans les examens d'indication cardiologique. Là, on n'est plus... Les examens précédents sont d'indication neurologique. C'est le neurologue qui est à la manette. Savoir si on fait une imagerie cardiaque de type IRM, on est vraiment dans l'indication du cardiologue. Ça nous dépasse un peu. Alors, la fibrillation atriale, c'est la plus fréquente, bien sûr, des cardiopathies emboligènes, surtout dans les pays occidentaux où l'espérance de vie est assez longue. Vous avez ici la prévalence de la fibrillation atriale en Europe par catégorie d'âge, mais ce n'est pas une surprise. Cette prévalence augmente avec l'âge, chez l'homme et chez la femme. Au plus on est âgé, au plus le risque est important. Et vous voyez qu'après 85 ans, c'est une personne sur 5 qui a une fibrillation atriale, ce qui est énorme. On estime qu'actuellement, c'est 33 millions de personnes dans le monde qui ont une fibrillation atriale. Et ici, vous avez les chiffres américains, avec en 2000 à peu près un peu moins de 6 millions de fibrillations atriales. Actuellement, on doit être autour de 10 millions et on prévoit d'arriver autour de 20 millions en 2050 si la démographie continue à évoluer comme ça. Alors attention, la présence d'une fibrillation atriale et d'un AVC ne veut pas dire forcément que c'est une ischémie. Bien sûr, la fibrillation atriale peut favoriser des embolies et des infarctus cérébraux, mais elle peut aussi s'associer à une hémorragie cérébrale. D'abord parce que ces patients sont souvent des hypertendus, parfois ont une angiopathie amyloïde, et puis ces patients sont assez régulièrement mis sous traitement antithrombotique, et en particulier anticoagulant, qui peuvent aggraver une hémorragie cérébrale. Alors, c'est grave d'avoir une fibrillation atriale, pas un drame, parce que beaucoup de personnes âgées vivent avec ça, mais c'est quand même grave, parce que si vous comparez en bleu les sujets qui n'ont pas de fibrillation atriale et en rouge ou ses variantes, les sujets qui ont des fibrillations atriales, vous voyez très clairement que les décès ou les hospitalisations pour cause cardiaque ou vasculaire sont beaucoup plus fréquentes chez ceux qui ont une fibrillation atriale, que ce soit l'homme ou la femme. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que quand vous n'avez pas de fibrillation atriale, eh bien finalement, il vaut mieux être une femme. Quand vous avez une fibrillation atriale, il vaut mieux être un homme. C'est un peu curieux, hein, mais on a l'impression que la fibrillation atriale est plus sévère chez la femme que chez l'homme, après ajustement sur l'âge. Les femmes sont généralement en moyenne plus âgées, mais même si vous ajustez sur l'âge, c'est différent entre les deux sexes. Alors, deux petits points particuliers. Pour la dépister, c'est vraiment la longueur, alors on ne peut pas enregistrer les gens à vie et à vitam aeternam, hein, mais c'est la longueur de l'enregistrement qui va augmenter la probabilité de dépister une fibrillation atriale. Hein, vous voyez ici cet exemple, c'est une étude que je pense était faite en Allemagne. Là, c'est simplement l'ECG dans la salle d'urgence. Là, ce sont des ECG répétés. Là, c'est un monitoring de 24 heures. Et là, un enregistrement à très long cours. Et vous voyez que le taux de dépistage de la fibrillation atriale augmente considérablement avec la durée d'enregistrement. Un point particulier, difficile, je pense insoluble, c'est que lorsque vous avez une ischémie cérébrale et que vous dépistez une fibrillation atriale, il est très probable, bien sûr, que la fibrillation atriale soit la cause, mais il doit y avoir un petit nombre de patients chez lesquels la fibrillation atriale est en fait la conséquence de l'ischémie cérébrale. Et en particulier, lorsque l'ischémie va toucher l'insula. Hein, on sait que quand on touche à l'insula, on peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, des fibrillations atriales, des blocs auriculoventriculaires. On a même décrit des arrêts cardiaques par lésion de l'insula. Et ça a été décrit également dans des hémorragies et ça a été décrit dans la chirurgie de l'épilepsie, en particulier chez des gens jeunes qui n'ont pas de raison de faire d'embolie cérébrale. Donc, sachons que de temps en temps, il doit y avoir des fibrillations atriales, conséquence de l'ischémie et non pas cause de l'ischémie chez nos patients, mais c'est impossible de les dépister, bien entendu. Alors, comment peut-on les traiter ?
Initialement, il y a eu des essais avec l'aspirine. Alors, je vais vous les présenter séparément, hein, aspirine, anticoagulant. En pratique, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En pratique, c'était des essais avec aspirine, anticoagulant, placebo. C'est plus simple de les présenter séparément. Alors, l'aspirine, ça marche un tout petit peu, hein, quand on a une fibrillation atriale pour prévenir les récidives. Ça marche un tout petit peu, surtout en prévention primaire, mais ça a une efficacité qui est extrêmement modeste. Le nombre de patients à traiter pendant 1 an pour prévenir un AVC, en prévention primaire, c'est 125. Donc, il faut traiter beaucoup de personnes pour prévenir un AVC. En prévention secondaire, c'est 40, mais ça n'est pas significatif. Il y a eu une seule étude en prévention secondaire. Et si vous allez regarder les recommandations des cardiologues pour la prévention primaire, l'aspirine a disparu des recommandations. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à dire qu'il y a des patients qui ne doivent pas être traités. Par exemple, le sujet jeune qui a une fibrillation atriale à cœur sain, il ne doit pas recevoir de traitement antithrombotique du tout, même pas d'aspirine. En revanche, si on traite, c'est d'emblée les anticoagulants. Ce sont les recommandations actuelles. Alors, ça, c'est pour l'aspirine. Ensuite, on a étudié, bien entendu, les antivitamines K. C'était les plus prescrits il y a encore peu de temps. Je présente ici simplement les résultats contre placebo. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, pour la plupart, avec des noms bizarres, SPAF, etc., SPINAF. La plupart ont été faites en prévention primaire, donc avec un recrutement de cardiologues de ville principalement. Et une seule étude a été faite en prévention secondaire, l'étude EAFT. Eh bien là, il y a une efficacité qui est importante, puisque en prévention primaire, avec les AVK, il suffit de traiter 37 patients pendant 1 an pour prévenir un AVC. Alors ça intègre, j'ai bien dit AVC, pas ischémie cérébrale, donc ça intègre les hémorragies provoquées. Hein. Malgré ça, on prévient les AVC. Et en prévention secondaire, c'est extrêmement efficace, puisqu'il suffit de traiter 12 patients pendant 1 an pour éviter un AVC, tout en tenant compte de ceux qu'on provoque par les traitements. Donc ça, c'est pour les antivitamines K, c'est relativement connu. On sait que c'est difficile, les antivitamines K. Il faut faire des prélèvements pour doser l'INR. Il y a des interactions médicamenteuses, des interactions alimentaires. La fenêtre thérapeutique est étroite, parce que si vous avez un INR trop bas, en dessous de 2, eh bien, il y a un risque ischémique qui est extrêmement important. Avoir un INR à 1,8, par exemple, ne prévient pas vraiment les ischémies cérébrales. Et si vous montez trop haut, au-delà de 3,5 à peu près, eh bien, vous avez un risque hémorragique qui prend la place de l'ischémie, ce qui n'est pas mieux. Donc la fenêtre thérapeutique est assez étroite. Hein. C'est entre 2 et 3,5. On recommande généralement entre 2 et 3 d'ailleurs. C'est sous-prescrit. Alors, il doit y avoir des raisons. Les médecins ne sont pas tous nuls par définition. Or, on sait qu'en prévention, les antivitamines K sont sous-prescrits. Beaucoup de patients n'en reçoivent pas. Et puis, il y a des prescriptions inappropriées. En particulier, une tendance de beaucoup de médecins d'anticoaguler les jeunes avec une fibrillation atriale à cœur sain, alors qu'il n'y a pas de bénéfice, et à ne pas anticoaguler des personnes âgées, alors que c'est là où le traitement est le plus indiqué. Donc, des difficultés avec les antivitamines K. Alors, ce qui est connu également, c'est qu'il y a des anticoagulants oraux directs qui existent. Alors, il y en a plein, en fait, hein, qui agissent à des niveaux différents. Les antivitamines K agissent ici. Le rivaroxaban, les Xaban d'une façon générale, sont des anti-10A. Quand vous voyez Xaban, XA, ce sont des anti-10A. Et quand vous voyez Gatran, ce sont des antithrombines. Donc ce sont des anticoagulants oraux qui agissent à d'autres niveaux. Le Ximélagatran, qui a été le premier, a été retiré du commerce très vite en raison d'une toxicité hépatique. Et le Dabigatran est commercialisé, largement prescrit. Ces traitements ont montré, je ne veux pas rentrer dans le détail de toutes ces études, mais ont montré qu'ils étaient soit mieux tolérés que les antivitamines K, soit plus efficaces que les antivitamines K. Alors il y a des nuances selon les NACO, les nouveaux anticoagulants qu'on étudie, mais ces nuances peuvent fort bien être expliquées par la différence de profil des malades dans les différentes études. Ça ne veut pas dire forcément que les médicaments eux-mêmes aient une différence. Il n'y a en tout cas pas d'essai comparant directement entre ces nouveaux anticoagulants. Alors, pour vous montrer les résultats de certaines analyses, là on a comparé les nouveaux anticoagulants versus warfarine chez des patients en fibrillation atriale. Quand on est à gauche du 1, c'est en faveur des nouveaux anticoagulants. Quand on est à droite, c'est en faveur de la warfarine. Et ici, vous voyez les accidents vasculaires cérébraux et les embolies systémiques. Et vous voyez qu'il y a un avantage extrêmement net des nouveaux anticoagulants, qui est vrai pour tous, hein, dabigatran, rivaroxaban, apixaban et edoxaban. L'edoxaban qui n'existe pas en France et je ne pense pas en Europe d'ailleurs, d'une façon générale. C'est un médicament japonais.
Alors, c'est significatif ou pas, mais les hypothèses étaient différentes selon les études. Il y avait des études de non-infériorité. Mais globalement, on est du bon côté pour l'ensemble de ces NACO et la méta-analyse est fortement positive. Donc, ce sont des médicaments plus efficaces que les antivitamines K. La meilleure efficacité vient peut-être simplement du fait que le patient passe plus de temps avec une anticoagulation efficace qu'avec les antivitamines K où il y a des fluctuations. Ça ne veut pas dire forcément qu'au plan pharmacologique, l'antivitamine K est moins efficace. Mais comme il y a des fluctuations, à certains moments, le patient n'est pas protégé. Si on regarde maintenant un certain nombre de critères de jugement d'efficacité secondaire ou de safety, de tolérance, alors là, il y a des choses aussi qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez en particulier que pour le risque d'hémorragie cérébrale, on est très très nettement en faveur des nouveaux anticoagulants. Ça, je pense que c'est quand même le bénéfice majeur des nouveaux anticoagulants. C'est plus efficace, mais c'est surtout beaucoup mieux toléré, moins d'hémorragie cérébrale, quel qu'il soit. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et un autre point qui est extrêmement important, alors ici c'est présenté différemment, là ce sont les hémorragies cérébrales, là ce sont les hémorragies intracrâniennes, à moins que ce soit l'inverse, mais il n'y a pas de grosse différence, il y a les souduraux en plus, en gros, d'un côté ou de l'autre. Un point important et intéressant, c'est qu'il y a un effet inverse, en revanche, un effet délétère des nouveaux anticoagulants. On en parle très peu, ce sont les hémorragies digestives, qui, elles, en revanche, sont plus fréquentes avec les nouveaux anticoagulants qu'avec les antivitamines K. On ne sait pas précisément pourquoi, mais il y a plus d'hémorragies digestives sous les nouveaux anticoagulants. Alors, en pratique, ce que l'on craint principalement quand on traite les patients, ce sont les hémorragies cérébrales. C'est ça qui tue les patients avec les anticoagulants. L'hémorragie digestive, dans la plupart des cas, ça se gère. Ça peut se gérer avec les gastroentérologues, les chirurgiens parfois, mais il est rare qu'on perde un patient d'hémorragie digestive, alors que perdre un patient d'hémorragie cérébrale, c'est malheureusement quelque chose qui est assez fréquent. Mais il faut garder ça présent à l'esprit. Il y a quelquefois des patients chez lesquels on va hésiter entre les nouveaux anticoagulants et les antivitamines K. Le fait d'avoir déjà fait des hémorragies digestives, même dans le passé, ça peut être un argument qui nous freine pour les nouveaux anticoagulants. Ce sera intéressant de savoir pourquoi les choses se passent comme ça d'ailleurs. Et si on regarde les risques d'hémorragie majeure, vous voyez qu'on est dans l'ensemble du bon côté. Alors avec le rivaroxaban, on n'a pas d'énormes différences, mais le profil des malades dans l'étude avec le rivaroxaban était un profil de patients extrêmement sévères. Beaucoup de patients neurologiques d'ailleurs dans l'étude rivaroxaban, ce qui la rendait plus excitante au départ, mais qui a pénalisé le médicament certainement par la suite. Alors, quand on regarde dans les sous-groupes, ça je vais passer très vite, il n'y a pas d'énormes différences, c'est très homogène. Globalement, l'efficacité est la même, quel que soit l'âge, le sexe, etc. Alors, une question importante qu'on nous pose souvent, est-ce que parmi ces nouveaux anticoagulants, il y en a un qui est supérieur à l'autre? Alors, si on présente les choses de façon comme celle-ci, on a l'impression que oui. On a l'impression que l'apixaban, il est supérieur en efficacité, supérieur en tolérance. Les autres sont supérieurs pour l'un, équivalents pour l'autre, ou l'inverse. Mais il faut être extrêmement prudent parce que les patients avaient des profils différents selon les études et on ne peut pas comparer les études entre elles. L'apixaban a peut-être simplement été étudié dans des populations qui étaient plus prédisposées à montrer un effet favorable de l'apixaban. Donc, ce n'est pas forcément une preuve. La preuve ne pourrait venir que de comparaison directe entre les deux médicaments. Alors, cette diapositive est un peu, même complètement hors sujet, mais je la montre quand même. Les plus âgés d'entre vous se souviennent peut-être que dans les années de 2005-2006 par là, on a confirmé, ce n'est pas montré, mais confirmé l'efficacité dans les accidents non cardio-emboliques, donc dans un autre domaine, de l'association aspirine plus dipyridamol versus aspirine. Et la question se posait de savoir qui était le plus efficace entre l'aspirine dipyridamol, qui s'appelle azacantine ou Agrenox, ça dépend des pays, et le Plavix, le clopidogrel. Et un de nos collègues belges, maintenant en Australie, Vincent Theiss, avait fait c'était un des premiers à l'avoir fait ça, une méta-analyse en réseau. Donc il avait inclus dans la méta-analyse toutes les études dans lesquelles il y avait une comparaison soit du Plavix, soit de l'azacantine à l'aspirine en général.
il avait fait cette méta-analyse en réseau, qui était une technique relativement nouvelle, et il avait suggéré, avec des résultats assez probants, assez convaincants, que l'azacantine était supérieure au Plavix. Et donc, à partir de là, il y a un essai qui a été monté, qui s'appelle l'essai PROFESS, qui a comparé directement face à face azacantine versus Plavix. Et ici, vous avez le résultat de l'étude PROFESS. On a quand même rarement vu deux courbes aussi superposables. Alors, c'est complètement hors sujet, hein, ça n'a rien à voir avec le cardio-embolique, mais c'est pour vous montrer que les comparaisons indirectes de médicaments, c'est extrêmement dangereux et que ça peut nous amener à des fausses conclusions, comme c'était le cas ici, puisque la comparaison directe n'a montré aucune différence. Donc, évitons de comparer les nouveaux anticoagulants entre eux. On en parlera le jour où il y aura une comparaison directe entre ces anticoagulants. Après, il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'on les prescrit ou pas, quand je prescris un plutôt qu'un autre, en particulier le nombre de prises par jour. Donc on peut parfois préférer l'un à l'autre pour cette raison-là. Je demande une seconde. Alors, nouveauté dans la fibrillation atriale, c'est la fermeture de l'oreillette gauche. Ça, c'est l'étude PROTECT-AF qui a été faite aux États-Unis, qui est une étude de non-infériorité chez des sujets relativement âgés et qui a montré qu'il y avait un bénéfice à la fermeture de l'auricule gauche. Alors, ça peut être intéressant chez des sujets âgés qui ont des contre-indications aux anticoagulants, mais attention à une chose, si c'est une contre-indication formelle indiscutable aux anticoagulants, ça va poser problème parce qu'on est obligé de les anticoaguler pendant 3 mois ou de les mettre sous double antiplaquettaire. Donc si la contre-indication est absolument formelle, on ne peut pas non plus fermer l'auricule parce que si on ferme l'auricule sans mettre d'anticoagulant ou de bithérapie antiplaquettaire, on va avoir des embolies cérébrales à partir du corps étranger que l'on a mis dans l'auricule. Donc c'est bien pour les contre-indications relatives aux anticoagulants chez des gens très âgés, par exemple, qui ont déjà fait une hémorragie cérébrale 6 mois plus tôt. Bon, là, ça peut se discuter. Bon, cette étude a montré qu'il y avait plus de complications avec la mise en place, plus de complications immédiates en particulier, mais ça on s'y attendait. Et ensuite, les complications ont tendance à se rejoindre au cours du temps. Et en revanche, une efficacité légèrement supérieure comparée à la warfarine. Les patients qui ont été comparés là ne sont pas tout à fait le profil des patients que l'on veut traiter, puisque pour pouvoir être inclus dans l'étude, il fallait être capable de recevoir de la warfarine, et on réserve ça plutôt à ceux qui ont des contre-indications au long cours aux anticoagulants. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la fibrillation atriale? Les fibrillations atriales dites infracliniques, c'est-à-dire celles qui ne sont jamais dépistées, ou exceptionnellement, et on a montré que c'était à partir d'un passage en fibrillation atriale pendant 6 secondes qu'il y avait un risque d'embolie cérébrale. Donc 6 secondes sur un holter, par exemple, c'est quelque chose qui est déjà significatif. Et puis, autre chose, qui sont les fibrillations atriales dites secondaires. Par exemple, celles qui surviennent au cours d'une anesthésie générale, d'une infection, d'une fièvre, d'une hyperthyroïdie, d'une intoxication médicamenteuse. On avait tendance jusqu'à présent à considérer que c'était accidentel, que ces patients n'avaient pas de risque de récidive et qu'on ne devait pas les traiter comme les autres fibrillations atriales. Eh bien, en fait, on a sans doute tort de voir comme ça, parce que sur le très long terme, ces patients ont exactement le même risque. Donc, un patient qui fait un passage en FA pendant une anesthésie doit être considéré comme un patient ayant une fibrillation atriale paroxystique et doit être anticoagulé s'il y a indication aux anticoagulants. Donc ça, c'est un peu une nouveauté. Autre nouveauté, mais ça concerne plus les cardiologues, c'est ce qu'on appelle les précurseurs de la fibrillation atriale. On a tendance maintenant à considérer que la fibrillation atriale est une maladie musculaire, c'est une maladie du muscle de l'oreillette, et que la fibrillation atriale, qu'il y a une maladie du muscle de l'oreillette, et la fibrillation atriale n'est jamais qu'une conséquence de cette maladie musculaire. On parle de dysfonction myocytaire, par exemple, de dysfonction endothéliale, de contraction auriculaire. Tout ça, ce sont des phénomènes que l'on peut observer et qui sont précurseurs à la survenue d'une fibrillation atriale. Alors, quelles sont les questions non résolues? Question non résolue, c'est la définition du faible risque. Le faible risque, ce sont les patients chez lesquels les cardiologues ne mettent pas d'anticoagulants. On est dans la prévention primaire, ça ne nous concerne pas directement.
C'est la définition de la FA. À partir de quand dit-on que quelqu'un a une fibrillation atriale? On a vu que c'était à partir de 6 secondes maintenant, 6 secondes d'arythmie, que l'on peut parler de fibrillation atriale. Et puis, une dernière question, qui est l'intérêt des anticoagulants chez les patients ayant des facteurs de prédisposition, mais qui n'ont pas de FA. Est-ce que ça a l'intérêt de les anticoaguler de façon préventive avant qu'ils fassent la FA? Ça, ce sont des questions qui seront résolues dans les années qui viennent. L'insuffisance cardiaque, ça va être l'insuffisance cardiaque est au cardiologue ce que les démences sont aux neurologues. C'est le stade ultime d'un certain nombre de maladies, de plusieurs maladies différentes. 26 millions de personnes dans le monde, ça augmente avec le vieillissement de la population. C'est première cause d'hospitalisation, l'insuffisance cardiaque, très fréquemment associée à la fibrillation atriale, et c'est de façon indépendante associé à une augmentation de risque d'ischémie cérébrale, un risque multiplié par 3, avec plusieurs facteurs, l'AFA, l'hypercoagulabilité, la stase à l'intérieur du cœur. Alors, ce qui est nouveau pour l'insuffisance cardiaque, c'est l'étude de Warsef, qui a été publiée il y a quelques années maintenant, mais depuis 2013, et qui a montré qu'il y avait un bénéfice de l'anticoagulation versus aspirine si on a une fraction d'éjection à moins de 15%. Donc c'est un sous-groupe de l'étude de Warsef. Donc moins de 15%, on a intérêt à anticoaguler, mais c'est quand même déjà quelque chose qui est sévère. L'infarctus du myocarde récent, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, l'ischémie cérébrale dans l'infarctus du myocarde récent. C'est en train de disparaître parce que les malades sont de mieux en mieux traités pour l'infarctus du myocarde. Avec la mise en place de stents de première intention, on a même passé le cap de la thrombolyse, là, sauf pour des personnes qui sont à distance de centres d'angioplastie. Mais la meilleure prise en charge de l'infarctus du myocarde en phase aiguë fait qu'on a beaucoup moins de complications de l'infarctus du myocarde et qu'on a beaucoup moins d'ischémie cérébrale liée à l'infarctus du myocarde. Donc c'est un sujet qui est en voie d'être résolu. Quelques questions non résolues, c'est combien de temps laisser la bithérapie antiplaquettaire dans l'infarctus du myocarde? Ça, c'est une question qui nous concerne, même si ça vient du cœur. Ça nous concerne parce qu'on sait que la bithérapie antiplaquettaire favorise les hémorragies cérébrales. Les cardiologues, je ne sais pas au Maroc, mais en France, les cardiologues ont tendance à laisser trop longtemps. Les évidences, c'est normalement 9 mois. 9 mois de bithérapie antiplaquettaire, on sait qu'au-delà, le risque est quand même d'hémorragie est assez important. Et puis une deuxième chose que font fréquemment les cardiologues, et ça ne repose strictement sur rien au plan d'essai, c'est d'associer antiplaquettaire et anticoagulation, warfarine plus aspirine, parce qu'un patient a une fibrillation atriale plus une coronaropathie. On sait que ça augmente considérablement le risque d'hémorragie cérébrale. Les cardiologues, quand on leur pose la question, parce qu'on a des arguments pour ne pas mettre d'aspirine chez ces malades, dans la mesure où même dans l'athérosclérose, les anticoagulants ont la même efficacité que l'aspirine. On ne les met pas comme traitement de l'athérosclérose parce que la tolérance est moins bonne, parce qu'il y a plus d'hémorragie avec les anticoagulants. Mais si un patient est sous anticoagulant pour sa fibrillation atriale, normalement, on a la même efficacité qu'avec l'aspirine sur la coronaropathie. Donc il n'y a pas vraiment de... Je pense qu'il y a très peu de zones où on est en désaccord avec les cardiologues, mais ça fait partie d'une des zones où il n'y a pas d'accord entre neurologues et cardiologues. La durée du traitement antiplaquettaire double et l'association aspirine-anticoagulant. Bon, j'espère qu'il y aura un jour des essais qui vont résoudre le problème. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, les prothèses valvulaires, ça, je vais peut-être passer assez vite, parce que je vois qu'il est 9 heures, qu'on n'a plus qu'une dizaine de minutes. Je vais passer vite sur les valvulopathies, les endocardites également. Le foramen ovale perméable, peut-être quelques mots. Il faut savoir que c'est très fréquent, 25% de la population, selon la définition qu'on prend, a un foramen ovale perméable. Il y a quelques foramen ovale perméables dans la salle ici. Peut-être moi, j'en sais rien, je ne me suis jamais fait faire de Théo avec un test. C'est plus fréquent dans les ischémies cérébrales de cause inconnue que lorsque l'on a une cause, chez les gens de moins de 60 ans. C'est associé à un risque de récidive plus élevé. Ici, c'est l'étude FOP-Asia qu'on avait publiée dans le New England en 2000 ou 2002, je ne sais plus, montrant d'abord que chez les gens jeunes qui ont un accident ischémique cérébral cryptogénique, eh bien, ceux qui ont un ASIA seul, ou ni ASIA ni FOP, ou un FOP isolé, ont, ma foi, un risque de récidive qui est assez faible. En revanche, ceux qui ont un risque de récidive élevé, ce sont ceux qui ont un foramen ovale perméable de grande taille
ou associés à un anévrisme du septum. Et partant de là, il y a eu des essais qui ont été conduits. Et ici, je vous montre l'étude CLOSE, c'est celle qui a été conduite en France, qui a été publiée dans le New England il y a 1 ou 2 ans maintenant, où les patients, pour être inclus, devaient avoir fait un stroke ischémique cryptogénique, donc c'est à bilan négatif, et avoir soit un FOP plus ASIA, soit un gros FOP, visible spontanément au passage de bulles, randomisation en 3 groupes. Donc les patients pouvaient avoir de l'aspirine, des anticoagulants ou la fermeture. Et cette étude a montré qu'il y avait un bénéfice de la fermeture. Alors les cardiologues se sont jetés là-dessus et veulent maintenant fermer tous les FOP absolument, en perdant complètement de vue que là, ce qu'on a montré, c'est dans un groupe très particulier de patients, qui sont des gens de moins de 60 ans, qui ont été traités dans les 6 mois qui suivent une ischémie cérébrale, et dont le bilan étiologique était strictement négatif par ailleurs. Ce ne sont pas des gens chez lesquels on découvre un FOP parce qu'ils font de la plongée sous-marine ou des choses comme ça, ou qui ont fait leur accident 10 ans avant. Donc oui, il y a un bénéfice. Bon, il faut toujours bien prévenir le patient que ça n'est pas sans risque quand même, puisque un petit pourcentage de patients jeunes va démasquer une fibrillation atriale après la mise en place de la prothèse. Bon, c'est quand même quelque chose dont il faut informer les patients. Et par ailleurs, il y a aussi quelquefois des accidents de la mise en place. C'est relativement rare, mais ça existe. Et par ailleurs, il faut aussi les informer que même sans fermeture, le risque est faible. Donc ces patients-là ont un faible risque de récidive. Ça paraît énorme parce qu'on a grossi les images, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'image du haut, montrant quand même que l'immense majorité des patients, même non fermés, quasiment tous, même non fermés, ne récidivent pas. Et donc on est en train de parler simplement de réduire ce petit risque là-haut qu'on a majoré ici. Alors, d'autres études ont montré la même chose. L'avantage de l'étude française, je devrais dire franco-allemande, parce qu'il y avait un centre allemand aussi, l'avantage, c'est que ça n'était pas une étude de l'industrie, et donc l'investigateur était laissé libre du choix du matériel qu'il mettait en place, à 2 conditions. La première, c'est que ce soit du matériel qui est le label de l'Union européenne, et la deuxième, c'est que le choix du matériel soit décidé à l'avance et qu'il utilise toujours le même. Les études américaines sont des études de l'industrie où il y avait donc un type de matériel utilisé, point. C'est un petit peu embêtant parce que parfois ce matériel devient obsolète et ce que vous montrez avec un matériel, ça ne veut pas dire que ça sera encore vrai avec un autre plus tard. Alors, la méta-analyse a confirmé le bénéfice. Là-dessus, je vais pouvoir passer. L'athérome de l'aorte, je vais passer parce qu'on n'a pas vraiment de résultats intéressants. Il y a eu la grande étude de Pierre Amarenko qui a été menée, l'étude comparant anticoagulants versus bithérapie antiplaquettaire. Il a été extrêmement difficile d'inclure dans cette étude. Il a fallu l'arrêter par faute de financement au bout d'un nombre d'années assez important. On a l'impression qu'il y a une petite tendance... non, c'est ici plutôt, qu'il y a une petite tendance plutôt en faveur de la warfarine, mais les résultats ne sont pas significatifs. Et je pense que cette étude doit être oubliée parce qu'elle manquait de puissance statistique. Et puis je terminerai par les ESUS. Alors j'en ai déjà parlé hier pour ceux qui étaient là, à propos des cas cliniques qu'on avait présentés. Alors le concept est le suivant. Dans les ESUS, on a tous des patients chez lesquels on est absolument persuadé qu'il s'agit d'une cardiopathie emboligène, parce qu'il y a par exemple des infarctus multiples, parce qu'ils ont les caractéristiques qu'on a vues au début, des infarctus cérébro-cardio-emboliques, et puis on ne trouve pas la cardiopathie emboligène. Le bilan cardiaque est strictement négatif. Et on se dit que là-dedans, il doit y avoir un certain nombre de patients qui ont des fibrillations atriales. Alors, on sait par les essais anciens que si on les met sous anticoagulants, sous antivitamine K, on n'a pas de bénéfice, mais les antivitamines K n'apporteraient du bénéfice que dans les fibrillations atriales et des effets secondaires plutôt chez les autres. Mais comme on dispose maintenant de nouveaux anticoagulants qui sont plus efficaces et moins dangereux, l'idée est de revisiter un petit peu ce concept et de faire des essais avec des nouveaux anticoagulants. Alors il y a ce concept d'ESUS qui a été créé, qui est un concept qui vient, il faut le dire, beaucoup de l'industrie pharmaceutique. Alors j'y reviendrai parce que c'est, je pense, une des raisons des échecs. Et donc la définition ici des ESUS, ce sont des accidents présumés emboliques pour lesquels on n'a pas de cause finalement et qui pourraient être cardio-emboliques. En gros, ce sont des non lacunaires avec un Doppler normal et avec un bilan cardiaque qui est négatif.
Malheureusement, dans la définition des ESUS, on n'exige pas de voir l'embolie. Et ça, je pense que c'est l'erreur. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est embolique sur l'image du parenchyme cérébral, donc les conséquences, et non pas sur la visualisation directe de l'embolie cérébrale. Je pense que ça aurait changé les choses. Bref, partant de là, il y a 2 grands essais qui ont été conduits, l'étude Navigate-ESUS et l'étude Respect-ESUS. Navigate avec le rivaroxaban, Respect avec le dabigatran, à chaque fois comparé à l'aspirine. Et ces 2 études sont terminées. L'une est publiée maintenant, c'est l'étude Navigate, qui n'a pas montré de bénéfice avec le rivaroxaban comparé à l'aspirine, mais qui a montré qu'il y avait plus d'hémorragie avec le rivaroxaban. Donc ça n'est pas encourageant pour le prescrire chez ces patients qui ont des ESUS. Et alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'image, mais je peux quand même vous donner un résultat oral. Certains d'entre vous le connaissent sans doute si vous avez été à Montréal en octobre pour le congrès mondial sur le stroke. Mais l'étude Respect-ESUS avec le dabigatran ne montre pas de bénéfice non plus du dabigatran versus aspirine. Les résultats sont un petit peu plus encourageants, mais en tout cas ne sont pas significatifs. Je ne peux pas vous montrer d'image parce que c'est actuellement sous embargo. Le papier est en voie d'être accepté, je crois, dans le New England, mais ça ne l'est pas encore tout à fait. Alors, quelle prise en charge en phase aiguë? Et je terminerai par cette diapositive-là que vous avez déjà vue en partie hier, mis à part qu'elle était en anglais hier et ben non, elle n'est même pas en français, elle est restée en anglais aujourd'hui, donc c'est exactement la même diapositive. Eh bien, en phase aiguë, parce que j'ai parlé principalement de la prévention jusqu'à présent, mais en phase aiguë, les cardioemboliques sont comme les autres. Ils bénéficient de la prise en charge en unité neurovasculaire. Ils bénéficient en phase aiguë de l'aspirine, parce qu'en phase aiguë, vous ne pouvez pas toujours anticoaguler les patients, même en général, vous ne pouvez pas anticoaguler les patients en raison du risque hémorragique. Ils bénéficient de l'actylyse, ils bénéficient de la radiologie interventionnelle et parfois, ils peuvent bénéficier de la micraniectomie. Ça, c'est très marginal parce que les accidents cardio-emboliques se voient surtout chez des gens âgés et les gens âgés ne sont pas réellement les candidats à la micraniectomie. Donc, il n'y a pas de spécificité du traitement pour les cardio-emboliques. Vous ne voyez pas apparaître ici l'héparine. L'héparine n'a jamais été prouvée efficace en phase aiguë d'une ischémie cérébrale. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on la prescrit jamais. Si on a un accident réellement mineur, NIH1 par exemple, voire transitoire, avec une cardiopathie à très haut risque embolique, par exemple un patient qui a un thrombus dans l'oreillette, bien sûr on va mettre sous héparine le patient, même si on n'a pas d'essai le prouvant. Mais on n'a pas de preuve du bénéfice pour ces patients. Alors là, c'est ce que je vous avais montré hier. C'est le bénéfice en termes de mort et handicap pour 1000 patients traités. 50 morts ou handicapés de moins avec la stroke unit, 12 avec l'aspirine, 143 ou 71 selon le délai avec l'actylyse, 150 avec la radiologie interventionnelle, 250 avec les micraniectomies, qui est un tout petit peu hors sujet ici, parce que très peu en auront besoin. Une cible qui n'est pas la même. Tout le monde peut être en stroke unit, seulement très peu de personnes ont besoin d'une micraniectomie. Et ici, vous avez le bénéfice, non pas à l'échelon des patients, mais à l'échelon de la population. Donc cette colonne-là est une colonne qui est plus importante pour les décideurs, pour le ministre de la Santé, par exemple, savoir où il doit investir. Eh bien, en termes de population, le plus efficace, c'est la stroke unit, finalement, suivi par l'actylyse rapide, précoce, et la radiologie interventionnelle. Voilà. Je vous laisse de toute façon mes diapositives. J'ai d'autres diapositives qui sont un petit peu plus complètes, mais je crains si je continue, on va sans doute déborder sur la session suivante. Donc je vais aller d'emblée à la conclusion et vous laisser mes diapositives pour les autres. Je suis désolé, mais on a commencé avec un retard assez important. Et donc j'ai essayé simplement de revenir. Et je terminerai juste par les questions qui ne sont pas résolues. Alors, dans les questions pas résolues, il y en a une qui est très importante qu'on nous pose toujours et pour laquelle on n'a pas la réponse. C'est lorsque vous avez une ischémie cérébrale aiguë, que vous avez une bonne raison d'anticoaguler les patients au long cours, quand pouvez-vous commencer l'anticoagulation? Alors, on n'a pas la réponse. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque l'on a un AIT sans lésion cérébrale, il n'y a aucune raison de différer l'anticoagulation. Elle peut être commencée tout de suite. Et lorsque l'on a un accident constitué, étendu, il n'y a pas de raison d'attendre au-delà de 2 à 3 semaines. Mais ça repose sur des consensus d'experts, pas du tout sur des essais thérapeutiques.
Alors, en tout cas, on n'attend pas 3 mois, à moins qu'il y ait un hématome, bien sûr, mais on n'attend pas 3 mois. Mais ne me demandez pas si on commence au 8e jour, au 12e jour, etc. Je n'ai pas la réponse. Alors, peut-on reprendre les anticoagulants après une hémorragie cérébrale chez un patient FA? C'est un problème de plus en plus fréquent. Un patient a une FA, il est anticoagulé, il fait une hémorragie cérébrale, il s'en sort. Que fait-on après? Est-ce qu'on le réanticoagule ou pas? Alors, actuellement, on n'a pas la réponse, mais ce qui est prouvé maintenant, c'est que ces patients-là, une fois passé le 3e mois, sont beaucoup plus à risque de récidive ischémique que de récidive hémorragique. Et donc, on se pose réellement la question de réintroduire les anticoagulants au bout de 3 mois chez ces patients. Un essai est en cours. Le PI, le investigateur principal, c'est Charlotte Cardonnier, qui travaille à Lille, comparant non-reprise versus anticoagulant à 3 mois versus fermeture de l'auricule. Donc on aura la réponse dans 5 ou 6 ans maintenant. Et enfin, dernier point, mais là on est vraiment dans les histoires de chasse, c'est comment prendre en charge ces patients qui en même temps ont une ischémie myocardique et cérébrale. Ça arrive, on fait un infarctus cérébral et dès le début, il y a une embolie cérébrale qui relève d'une thrombectomie. Alors, que privilégier, le cœur ou le cerveau? Si on le met sur table de Coronaro, pendant ce temps-là, on laisse souffrir le cerveau. Si on le met sur la table de neuroradiologie interventionnelle, on ne traite pas l'infarctus du myocarde. Et donc ça, il faut l'anticiper. Et dans mon établissement, on a pris la décision pour ces patients-là de le faire aux urgences sur une table qui permet de faire les deux en même temps. Parce qu'il se trouve qu'on ne travaille pas au même endroit, puisque les cardiologues travaillent à partir de l'artère radiale et les radiologues interventionnels à partir de l'artère fémorale. Et donc, on a eu un cas jusqu'à présent, c'est pas très fréquent quand même, mais 2 patients pour lesquels on a pu faire les 2 gestes en même temps, donc ne pas perdre de temps au niveau du cerveau et au niveau du cœur. Voilà, je suis désolé d'avoir un petit peu abrégé, mais c'était nécessaire, sinon le retard va se reporter sur toute la journée. Merci beaucoup.